France 24 et RFI présentent Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe sur Radio France Internationale et sur France 24. Nous sommes au Parlement européen avant le break des congés jusqu'à fin août. Alors cet hémicycle a été le théâtre de nombreux rebondissements, avec par exemple l'échec d'une motion de défiance contre la présidente de la Commission européenne et puis aussi des soubresauts géopolitiques. Nous en parlons tout de suite avec Valérie Ayé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en notre compagnie. Alors je rappelle que vous avez été la tête de liste en France l'an dernier pour la majorité présidentielle macroniste pour les élections européennes, en voyant 13 élus dans cet hémicycle. Vous présidez aujourd'hui le groupe Renew dans cette assemblée. C'est le groupe du centre arrivé en 5e position avec 75 élus. Ça n'est plus complètement un groupe pivot. Vous allez nous en parler. Vous faisiez partie, je le précise, de la fameuse majorité de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Vous n'avez pas voté la censure début juillet qui émanait de l'extrême droite. Pour autant, vous avez fustigé un Parlement européen instable, des équilibres mal calculés et anticipés, une commission trop sclérosée. D'abord, réaction à ce que vous disiez, on reste un groupe pivot dans le cadre d'une majorité pro-européenne. Et tous les jours, moi-même à mon niveau et les députés membres de mon groupe, on est les animateurs de cette plateforme. C'est-à-dire qu'on fait tous les efforts possibles pour s'assurer que la droite européenne, les socialistes européens et nous-mêmes puissions continuer d'avancer sur un agenda européen. Est-ce que vous êtes traité comme un groupe pivot ? Alors, en fait, on a un dysfonctionnement majeur aujourd'hui, tant au Parlement européen qu'à la Commission européenne, avec une tentation de la droite de faire des deals de plus en plus souvent avec l'extrême droite, et cette impasse politique à laquelle a été confrontée Ursula von der Leyen, puisque son propre groupe, sa propre famille politique, de plus en plus regarde vers l'extrême droite et tend la main à l'extrême droite. Or, c'est l'extrême droite elle-même qui a été à l'initiative de cette motion de censure. Donc, premier élément, impasse politique de cette stratégie de rapprochement de la droite avec l'extrême droite. Et puis, deuxième élément, c'est l'une des choses que j'ai dites à Ursula von der Leyen, on voit que ça dysfonctionne à la Commission européenne. Le programme de travail est très lent. On attend encore des propositions fortes sur un agenda pro-européen, sur l'union des marchés de capitaux pour renforcer l'investissement, sur la protection des Européens en ligne, par exemple. Et là, le compte n'y est pas. Donc, c'était aussi l'occasion de frapper fort et d'envoyer un message très clair à Ursula von der Leyen. Ça dysfonctionne, côté Commission et côté Parlement européen. Et elle a une responsabilité politique pour s'assurer que ça délivre du côté de la Commission et qu'au Parlement européen, cette majorité pro-européenne, cette plateforme avec la droite, les socialistes et Renew fonctionne effectivement. Et donc quoi, vous lui dites à la rentrée, il faudra tenir compte de notre agenda ? J'ai demandé des engagements, tant à Ursula von der Leyen qu'à Manfred Weber, le président du groupe de la droite, sur deux choses. Changement des méthodes, meilleure coopération et puis liste de priorités politiques que nous partageons, sur lesquelles Ursula von der Leyen s'engagera dans son discours sur l'état de l'Union qui aura lieu le 8 septembre et sur lesquelles Manfred Weber et les socialistes et Renew, nous pourrons nous accorder pour travailler enfin dans les meilleures conditions possibles au service des Européens. Alors le Parti populaire européen dont vous parlez de Manfred Weber a en effet par exemple fait alliance avec l'extrême droite pour torpiller un rapport Goerens sur le développement et la Commission européenne a retiré encore in extremis celui sur le greenwashing qui empêchait les entreprises de s'autoproclamer écolo sans fournir de preuves. Cela correspond à un pilonnage un peu systématique des textes sur le climat. Est-ce que ça ne va pas continuer dans le fond ? Nous attendons des engagements de la part de la famille politique d'Ursula von der Leyen pour continuer à dérouler un agenda pro-européen. Je vais vous donner un exemple. Pro-européen mais pro-climat aussi, parce qu'il y a des ambiguïtés dans votre propre groupe, non ? Ou est-ce que... Notre ligne, elle est extrêmement claire. On ne remet pas en cause l'agenda climatique. La lutte contre le réchauffement climatique est un enjeu pour l'Europe et un enjeu pour le monde. Et par ailleurs, on ne déconnecte pas les enjeux industriels de compétitivité des enjeux de décarbonation. La décarbonation doit rentrer dans la logique de compétitivité et de réindustrialisation. C'est notre ligne politique. Mais Emmanuel Macron et Stéphane Séjourné, le commissaire à l'industrie, réclament aussi toujours plus de simplification et fustigent la surréglementation.
Il y a quand même, c'est une ambiguïté, non? C'est pas du tout incompatible avec la simplification. Effectivement, il y a trop de bureaucratie, il faut qu'on simplifie. Et avec le groupe Renew, on est aux côtés de nos commissaires et de la Commission européenne et des États pour simplifier. Mais simplifier ne veut pas dire remettre en cause les objectifs que nous portons avec nos politiques publiques. Donc il faut accélérer sur le financement, sur la décarbonation. Et il faut aussi que chacun prenne des engagements. Et je vous parlais des dysfonctionnements au sein de la famille politique d'Ursula von der Leyen. On a une cible climat qui est la neutralité climatique d'ici à 2050. La Commission européenne, il y a 2 semaines, a présenté un objectif intermédiaire d'ici à 2040. Elle n'a même pas le soutien de sa propre famille politique dans cette histoire et dans ce dossier qui est clé. Donc moi, je lui demande, qui sont vos soutiens et comment vous vous appuyez, sur qui vous vous appuyez dans ce Parlement européen? Il y a aussi un psychodrame autour du budget futur de l'Union européenne qui pose question. C'est toujours un budget relativement petit, mais c'est évidemment la répartition qui pose problème, le remboursement de la dette. Et aujourd'hui, eh bien, c'est un sujet qui est devenu assez central. Oui, c'est un sujet qui est central tous les 7 ans au moment des négociations sur les questions budgétaires qui se font tous les 7 ans. On a aujourd'hui un problème avec la proposition de la Commission qui prévoit de renationaliser une part de ce budget. Le budget européen, c'est un budget qui vise à renforcer la dynamique européenne, à soutenir l'investissement européen. Et on a une refonte de ce budget qui va faire un plan unique pour les États en mixant la politique agricole commune, la politique de cohésion et d'autres fonds. Et donc c'est un problème parce que nous sommes des élus européens, nous sommes des États membres de l'Union européenne et l'intérêt et la valeur ajoutée de ce budget européen, c'est de s'engager dans une dynamique. C'est pas d'avoir un grand plan, un grand budget avec 27 plans nationaux. Parlons juste du Rassemblement national qui multiplie les séries noires. En effet, après une condamnation de Marine Le Pen, c'est à nouveau ce groupe qui est mis avec le groupe ID auquel il appartenait dans la dernière mandature en cause pour ce qui est de faits de détournement, 4,3 millions. En l'occurrence, le Parlement européen poursuit, le contrôleur du Parlement européen veut demander des comptes. Qu'est-ce qu'on doit penser de cette nouvelle affaire? Moi, j'entends Jordan Bardella qui tente une nouvelle fois de se victimiser. Je ne sais rien de cette affaire. Je laisse la justice faire son travail. Ce que je peux vous dire, c'est que sur la gestion et l'utilisation des fonds qui sont en question, chaque groupe politique est censé être soumis et se soumettre à des audits. C'est le cas de mon groupe politique. Donc, chacun devra assumer ses responsabilités. Alors, c'est sans doute un soulagement pour l'Ukraine. Les États-Unis vont bientôt lui envoyer de nouvelles armes de défense pour lutter contre les missiles russes. Valérie Ayé, vous êtes donc la chef de file du groupe Renew au Parlement européen. Quand vous entendez, alors que Trump veut appliquer des droits de douane de 100% à la Russie, je ne sais même pas si les Russes, ça leur fait tellement peur, mais qu'il va enfin peut-être se décider à soutenir à long terme l'Ukraine, etc. Est-ce que vous osez y croire? Alors visiblement, Donald Trump enfin réalise quel est le vrai visage de Vladimir Poutine. Il a mis toute son énergie et toute sa confiance dans Vladimir Poutine dès le début de son nouveau mandat. Nous, Européens, et notamment sous l'initiative d'Emmanuel Macron, avec le Premier ministre britannique, avec le chancelier allemand, avec le Premier ministre polonais, on a fait notre maximum d'abord pour continuer d'aider l'Ukraine, mais pour essayer de maintenir les États-Unis aux côtés de l'Ukraine. Aujourd'hui, Donald Trump prend conscience de la réalité de la situation et de la responsabilité de la Russie. Très bien, il faut que ça se fasse sur la durée, parce qu'on est habitué aussi à des revirements avec Donald Trump. Il faut qu'on continue évidemment nos efforts européens en soutien de l'Ukraine. Sur les droits de douane, le président Trump est allé jusqu'à menacer de 30% au 1er août sur les produits européens. La Commission, elle, était en train de négocier, elle est en train quand même de prévoir une série de représailles commerciales à hauteur de 72 milliards d'euros. Elle veut maintenir ces négociations avec Washington. Jusqu'à quelle hauteur on peut accepter d'être taxé? D'abord, moi je ne comprends pas du tout la stratégie de Donald Trump. A fortiori et au premier chef pour les Américains. Personne n'a un intérêt à une guerre commerciale. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut accepter de jouer le rapport de force. Il n'y a pas d'autre choix. La Commission a préparé des mesures de rétorsion et c'est qu'effectivement, il faut laisser la place à la négociation. S'il n'y a pas d'atterrissage possible, eh bien, il faut mettre en place ces mesures de rétorsion. Je crois que Donald Trump ne comprend que le rapport de force. Et pour l'instant, elle les a redécalés. Effectivement, donc la date, c'est 1er août. S'il n'y a pas de deal
acceptable, on peut négocier évidemment, mais s'il n'y a pas de deal acceptable qui soit à la hauteur pour défendre les intérêts des Européens, eh bien on devra réagir avec les leviers qui sont les nôtres. Mais il y avait déjà une majorité d'Européens qui étaient prêts à ployer, et notamment accepter une taxe minimale de 10% sur tous les produits, sans réciprocité. Donc on voit bien quand même qu'il y a la volonté de défendre l'industrie allemande, et les exportations des pays nordiques. Est-ce que ça vous inquiète, Valérie Ayé? Alors, le manque d'union de l'Union européenne sur ces L'unité questions. de l'Union européenne, elle est clé. Parce que Donald Trump, il cherche à nous diviser. Et évidemment, c'est naturel, chaque pays cherche à protéger ses filières et c'est le rôle de la Commission européenne de s'assurer d'avoir des contre-mesures qui soient ciblées, qui permettent d'attaquer les filières américaines sans attaquer les nôtres. Donc c'est un exercice qui est extrêmement difficile. Mais je le redis, on ne doit pas avoir peur du rapport de force. Si on ne joue pas le rapport de force aujourd'hui ou au 1er août, on sera floué dans la durée et ce sera extrêmement négatif pour l'ensemble de nos filières et de notre dynamique économique. Donc Donald Trump doit comprendre qu'on ne va pas se laisser marcher dessus, qu'on a des outils. On a un marché de 450 millions de consommateurs, très intéressant pour les entreprises américaines. S'il nous met des tarifs, eh bien, on aura des contre-mesures. Justement, la Commission européenne pousse en disant qu'il faut aussi trouver d'autres filières, d'autres accords à travers le monde. Et elle pousse l'accord UE-Mercosur, plus exactement à sa mise en place, alors qu'il y a eu une initiative de députés qui veulent réouvrir ces négociations en saisissant la Cour de justice de l'Union européenne. Est-ce que vous êtes intéressé par cela ou est-ce que vous pensez que l'accord UE-Mercosur, eh bien, il faut le changer, mais le passer quand même? Alors, la Commission européenne, elle a tardé avant de soumettre ce dossier devant son collège des commissaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une minorité de blocage qui est en train d'être constituée sous l'impulsion de la France au sein du Conseil. Et la ligne de la France, elle est extrêmement claire. On n'est pas opposé par principe à l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Effectivement, il faut trouver de nouveaux débouchés, y compris pour nos entreprises. Mais il faut des clauses de sauvegarde pour protéger nos agriculteurs. Et c'est ce qui est en cours de négociation entre la Commission européenne à la demande de la France, mais il y a d'autres pays qui suivent, la Pologne, l'Irlande par exemple, et qui souhaitent qu'on ait davantage de garanties pour protéger notre modèle agricole. Et moi, je suis confiante, on va continuer à faire la pression côté Parlement européen, évidemment, mais j'espère que la Commission européenne entendra les demandes et soutiendra cette initiative. Alors parlons quand même affaires extérieures autres que l'Ukraine. À Gaza, ces dernières semaines, des pays comme l'Espagne, l'Irlande, la Belgique ont multiplié les critiques contre Israël, appelant à des sanctions économiques, gel des relations commerciales, suspension de l'accord d'association UE-Israël. Ces propositions n'ont pas recueilli l'unanimité nécessaire des 27 États membres avec le veto de l'Allemagne et de la Hongrie. Comment l'histoire jugera cette inaction européenne? Ça dit encore à quel point l'Union européenne est incomplète, notamment sur la question des affaires étrangères. On a un enjeu de porter la voix de l'Union européenne partout dans le monde. La France est un pays avec une grande tradition diplomatique, mais il faut qu'on ait une voix de l'Union européenne qui pèse. Et je crois que, compte tenu de la situation au Moyen-Orient, des attaques du 7 octobre, de la situation qui est dramatique d'un point de vue humanitaire à Gaza, il faut qu'on puisse avancer sur cette solution à deux États initiés, et notamment avec Emmanuel Macron et un certain nombre d'autres États qui ont poussé pour qu'on ait une reconnaissance de l'État palestinien, aussi pour faire pression sur le gouvernement de Benyamin Netanyahou. On ne l'a pas fait en attendant la France. Pas encore, mais parce que Benyamin Netanyahou aussi a usé de stratégie. Je crois savoir que c'est encore sur la table et qu'il y aura des efforts diplomatiques qui seront faits en ce sens. L'important, c'est effectivement d'assurer la sécurité des Israéliens, des Palestiniens et la stabilité dans cette région. Que dire de notre politique migratoire pour terminer, Valérie Ayé, avec beaucoup d'inquiétudes du côté de notre autre partenaire très naturel, l'Afrique. Un groupe de pays plaide pour l'externalisation des demandes d'asile hors de l'Union européenne et l'affaiblissement des règles de la Cour européenne des droits de l'homme. Il s'agit par exemple de l'Italie de Giorgia Meloni, ça on le savait, puisqu'elle a rompu le cordon justement entre la droite traditionnelle et la droite radicale, mais aussi peut-être même des sociodémocrates qui sont en ce moment à la tête du Conseil de l'Union européenne, les Danois par exemple. Votre groupe n'est pas très uni sur cette question migratoire. Alors d'abord, la première des choses, c'est d'appliquer le pacte asile et migration qu'on a voté il y a 1 an et demi. Et moi, je demande à chacun des États membres d'assurer la plus rapide et la plus complète possible mise en œuvre de ce pacte qui vise à mieux contrôler nos frontières extérieures. Et ensuite, effectivement, donc c'est déjà remis en cause par l'Italie. Oui, et c'est un problème.
L'Italie ne peut pas dire, en fait, je fais à la carte sur la question migratoire. Non, on a un pacte asile et migration pour mieux protéger nos frontières extérieures, pour examiner les demandes aux frontières extérieures de l'Union européenne. Et après, effectivement, on a un sujet sur les retours. Et donc, on avait cette directive retour qui était, pardonnez-moi l'expression, tombée du camion dans les négociations précédentes. Il faut qu'on la remette sur la table. Moi, ce que je dis et ce que nous disons avec notre groupe, c'est bien sûr qu'il faut qu'on y travaille, qu'on ait une meilleure coordination, mais attention aux solutions populistes qui n'en sont pas. Moi, je vois deux modèles qui existent aujourd'hui et qui sont des échecs. C'est le modèle, d'ailleurs, qui n'a jamais été mis en œuvre entre les États-Unis, entre le Royaume-Uni et le Rwanda, entre le Danemark et le Rwanda. Il y avait un accord qui a été conclu, il n'a finalement pas été mis en œuvre. Et c'est le modèle entre l'Albanie et l'Italie qui coûte extrêmement cher et qui a été retoqué à plusieurs reprises d'un point de vue légal et qui pose la question aussi de la souveraineté de ses propres pays, de la souveraineté de l'Italie et demain de la souveraineté de l'Union européenne. Donc non, il faut qu'on se mette autour de la table et qu'on travaille sur des solutions qui sont crédibles, sans mettre de côté en plus, là on parle de l'immigration illégale. Il faut aussi, je crois, pouvoir avoir un débat apaisé sur la migration légale de travail, parce qu'on a aussi un enjeu démographique en Europe. Mais la Commission européenne est en train finalement de désigner une liste de pays dits sûrs où l'on peut renvoyer non seulement les membres de ces pays, mais même les migrants illégaux. Est-ce que cette démarche vous paraît la plus raisonnable? Alors c'est une discussion qu'on aura au niveau du Parlement européen. Moi j'ai des doutes sur cette liste qui me paraît pas tout à fait... Dans le Bangladesh, on pourrait renvoyer en fait une déboutée afghane au Bangladesh. Voilà, donc on aura des discussions approfondies au Parlement européen sur cette liste qui semble pas tout à fait fiable ni sûre. Et pour ce qui est de développer nos partenariats, est-ce que justement regarder du côté de l'Afrique diplomatiquement? Bien sûr qu'il faut renforcer nos partenariats avec les pays d'origine, avec l'Afrique. Le plus on mettra d'engagement diplomatique, le plus on accompagnera financièrement le développement de ces pays d'origine, la lutte contre le changement climatique aussi, le mieux on régulera aussi les flux migratoires. Et là encore, vous le disiez, eh bien, le dossier développement a été bloqué par une alliance de la droite et de l'extrême droite ici au Parlement européen. Exactement, de façon tout à fait démagogique. Merci à vous d'avoir été notre invitée aujourd'hui, Madame Hélier. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. Restez en notre compagnie.